Alors que la souffrance du corps, du conscient et même de l'inconscient se fait de plus en plus ressentir dans nos sociétés, de plus en plus d'individus se tournent vers les médecines alternatives. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui dans le monde d'après, nous interviewons une thérapeute psychocorporelle dans la région centre. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner et à réagir avec le hashtag LMDA sur les différents réseaux sociaux. C'est tout de suite, c'est maintenant, sur le monde d'après, interview avec Tess Rio, thérapeute psychocorporelle. Bienvenue Tess, donc comme on a pu le voir, j'ai pu tester, comment ça se nomme ? La Dream Machine. La Dream Machine, une machine du monde d'après, comme on a pu le voir. Donc d'abord, bienvenue Tess Rio, tu es thérapeute psychocorporelle, et donc bienvenue sur la chaîne Le Monde d'après. Donc on va commencer par une petite biographie de toi pour savoir qui tu es plus précisément. Donc je te laisse te présenter. Donc Rémi, déjà merci pour ton invitation. Donc moi je suis Tess Rio, comme tu l'as dit, je suis thérapeute psychocorporelle et énergéticienne. J'ai 45 ans, je suis installée à Annette, près de Dreux. Donc c'est là où j'accueille les personnes que j'accompagne en cabinet, mais j'accompagne également en visio. D'accord, je te remercie. Donc j'aurais voulu savoir un petit peu ton rapport avec la thérapie psychocorporelle. Donc quel lien tu en fais, pourquoi ce métier quoi. Alors, déjà peut-être on peut expliquer ce que c'est que la thérapie psychocorporelle. Oui, La thérapie psychocorporelle, en fait, il s'agit d'accompagnement thérapeutique. Psychocorporel parce qu'on va passer à la fois par le mental conscient et inconscient, et corporel parce qu'on va aussi travailler avec le corps. Pas sur le corps, mais avec le corps. On travaille vraiment avec, c'est-à-dire l'inconscient, le conscient et le corps. Du coup, tu es venu sur la question d'après, c'était comment définirais-tu la thérapie psychocorporelle ? Donc du coup, si on l'a bien compris, c'est entre le corps, avec le corps. La thérapie psychocorporelle permet en fait d'explorer avec la personne qui est thérapisée, d'avoir un champ d'exploration assez large. Par exemple, tu as certaines thérapies qui vont être que sur la parole. Tu as certaines thérapies qui vont explorer que l'inconscient, l'hypnothérapie. Et certaines qui vont explorer peut-être que les sensations corporelles. Là, c'est une thérapie en fait qui mélange les trois. J'ai plein d'outils dans ma mallette. L'hypnose, la PNL, les techniques psycho-énergétiques comme le EFT, le tapping, l'énergétique et aussi la photostimulation que tu as pu tester tout à l'heure via la Dream Machine. D'accord, juste une petite question, la PNL ? La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est l'étude de comment on voit le monde, comment on s'est construit avec nos croyances, nos conditionnements, comment on a été programmé. Et la programmation neurolinguistique permet d'aller encoder des nouveaux programmes. Ok, du coup, selon toi, est-ce que ce serait plutôt une vocation ou un métier ? Est-ce que c'est une vocation ou un métier ? Les deux, mais je pense que c'est d'abord une vocation. Mais je pense que moi, par exemple, je me sentais thérapeute depuis toujours. Et puis un jour, j'ai décidé de franchir le pas. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir ce pas du coup ? C'est un processus, c'est un parcours de vie qui m'a amenée à la thérapie. Déjà, mon histoire familiale fait que y a, dans ma famille, en fait, il y a des... j'ai une fratrie, on est 8 et on est pour certains d'autres pays et d'autres cultures. Donc déjà, grandir dans une famille un peu atypique, forcément ça t'ouvre sur le monde, ça t'ouvre sur les autres. Il y a ça, et puis mon parcours de vie avec toutes les fractures que j'ai eues, le décès de ma mère quand j'avais 28 ans, les séparations, etc. Quand je suis tombée enceinte, en fait, après l'arrivée, on va dire la première année, j'ai été en dépression postpartum. Et cette dépression, un peu plus tard, m'a emmenée à consulter des thérapeutes. Donc j'ai été suivie en thérapie individuelle et en thérapie de groupe. Et en fait, ça m'a vraiment... ça a changé ma vie, en fait. Et donc, quand je dis ça a changé ma vie en profondeur de l'intérieur et à l'extérieur, puisque j'ai quitté Paris, j'ai quitté mon métier, je suis venue m'installer à Annette. Et du coup, quand je suis arrivée à Annette, j'ai rencontré une magnétiseuse. Et c'est d'abord à son contact que je me suis dit pourquoi pas me former au magnétisme. Et puis moi j'avais appris, il y avait des choses que j'avais appris petite. En fait, mes parents m'avaient appris à couper le feu quand j'étais petite, donc ça m'a permis de me reconnecter à tout ça.
Et puis quand j'ai ouvert mon cabinet juste de magnétisme et d'énergétique, je me suis rendu compte que les clients qui venaient à moi, c'était plutôt des gens qui avaient besoin d'être accompagnés sur du long terme. Donc je renvoyais sur d'autres professionnels jusqu'au jour où je me suis dit, bon, Tess, tu vas te former, c'est ce que tu as toujours voulu faire, mais tu voulais pas trop te l'avouer, mais là en fait c'est devant toi, c'est sous tes yeux. Et puis du coup j'ai saisi l'opportunité de me former pour pouvoir accompagner les gens. D'accord, donc derrière ce métier, du coup, cette vocation, se cache une histoire très marquante, quoi. Mm-hmm. Est-ce que du coup, on pourrait qualifier la thérapie psychocorporelle d'une médecine à part ou d'une médecine En fait, faut faire très attention parce que la médecine a vocation à soigner des pathologies, des maladies, et on n'est pas dans cet ordre-là. Nous, on est sur l'accompagnement. En tout cas, moi, je suis sur l'accompagnement, sur des accompagnements psychologiques. En réalité. Donc oui, certaines personnes viennent me voir. Ce qui déclenche leur venue au cabinet, parfois, ça peut être un symptôme physique, mais c'est jamais sur le symptôme physique qu'on va travailler. C'est plutôt un travail de fond. Par exemple, on va aller essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie de la personne, qui fait que peut-être ça peut déclencher un symptôme. Alors maintenant, on va revenir plus sur les types de formation, du coup. Donc, est-ce qu'il existe ou quelle serait la formation type pour devenir thérapeute psychocorporel ? Alors, moi, j'ai suivi une formation à l'Académie psychocorporelle intégrative, donc qui est un centre de formation qui m'a vraiment permis d'avoir un socle et d'apprendre plusieurs outils qui me permettent d'accompagner de façon globale les personnes que j'accompagne. Après, au fur et à mesure, donc ça fait 5 ans que j'exerce, et au fur et à mesure de ma pratique, j'ai enrichi avec des nouvelles formations, notamment en traumatologie. J'ai reçu des formations en hypnose, et puis dernièrement, je me suis formée à la pratique de la photostimulation. D'accord, comme on a pu le voir du coup dans l'introduction. Donc du coup, si tu devais donner une qualité nécessaire pour faire cette vocation ? L'écoute, sans hésiter. Et donc un défaut qu'il ne faut surtout pas avoir pour le manque d'empathie. Le manque d'empathie, du coup c'est très bien parce que ça va venir plus tard à une question qu'on va se poser. S'il y avait des points à ne pas négliger dans une formation de thérapie psychocorporelle. Oui. Sans parler de la thérapie psychocorporelle en particulier, mais pour devenir thérapeute déjà, il y a des aspects sur lesquels je pense qu'il est important de travailler, notamment la posture du thérapeute. Et puis déjà aussi, quel travail le thérapeute a déjà fait sur lui, par exemple. Si je devais nommer 2 points, ce serait ces 2-là. Du coup, merci. Maintenant, on va passer à un format un petit peu plus ludique de la vidéo. Donc le concept, c'est que je vais te donner un mot, et donc toi tu vas en amener un autre. Donc très rapidement, on va faire une liste, je crois qu'il y a à peu près 20 mots. Ok. Donc on va commencer. Donc souffrance. Résilience. Psychologie. Aide. Corps. Véhicule. Vivant. Vie. Mort. Vie. Énergie. Tout. Connexion. Reliance. Stress. Détente. Freud. Père de la psychanalyse. Bioénergie. Vivant. Somatique. Souffrance. Respiration. Pilier de la santé. Émotion. Émotion. J'ai le droit que un mot ? Dis ce que t'as derrière la tête. Émotion, c'est vraiment ce pourquoi on est venu sur Terre. Les émotions, elles sont un guide. Ça me va comme seul mot. Le prochain, danse. Mouvement. Massage. Soin. Conscience. Inconscience. Le prochain mot, conscience. Champ d'exploration. Écouter. Se taire. Intégration corporelle. Encodage. Et enfin le dernier, le monde d'après. On l'espère. On te remercie, du coup on va passer à la suite. On va voir maintenant la thérapie psychocorporelle en soi, donc comme je l'ai nommé.
Donc comment est-ce qu'on pourrait distinguer du coup cette thérapie psychocorporelle, enfin ce thérapeute psychocorporel à un psychologue ou un psychiatre? Alors déjà, un psychiatre, c'est un médecin. Psychologue, c'est aussi pas du tout le même niveau d'études, c'est pas les mêmes métiers. On fait tous de l'accompagnement. Il y en a qui sont reconnus par la médecine et d'autres qui ne sont plutôt reconnus dans ce qu'on appelle les médecines alternatives ou thérapies douces. Est-ce que la thérapie psychocorporelle peut être un atout, du coup, comme on l'a dit, envers la psychologie et la psychiatrie, ou est-ce que du coup c'est quelque chose de bien distinct? Je pense que ça peut être complémentaire. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on devrait consulter un thérapeute psychocorporel? Parce qu'on en ressent le besoin. Comment du coup est-ce qu'on pourrait choisir notre thérapeute? Comment est-ce qu'on lui accorde de la confiance? Alors ça c'est c'est une question qui est importante parce que dans toute thérapie, la relation entre le thérapisé et le thérapeute est au cœur de la relation. Et en fait, déjà le bouche à oreille, est-ce qu'on vous l'a recommandé? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est déjà passé par cette personne? Se renseigner sur qui est la personne, quel est son niveau d'études, quelle formation elle a suivi. Et puis tester, c'est-à-dire que faire un premier rendez-vous et vraiment si la personne, vous sentez que la relation, ça vous convient, si vous vous sentez à l'aise, ça doit être un bon signal. Et à tout moment, si vous ne vous sentez pas bien dans cet accompagnement, il faut l'arrêter. Alors on va rentrer dans une dimension un petit peu polysémique du coup de cette thérapie. Alors il y a certains qui remettent en question l'efficacité de l'intégration du corps dans le processus thérapeutique. Mais du coup, quels sont les arguments en faveur ou en défaveur de cette efficacité de la thérapie psychocorporelle et qu'est-ce qu'on peut apporter comme preuve? Alors, au niveau des preuves, moi, j'ai pas fait d'études là-dessus. Maintenant, ce que je sais, c'est ce que moi, j'ai expérimenté personnellement, en individuel, en groupe, puisque c'est bien de la thérapie psychocorporelle que j'ai moi-même pratiquée en tant que patient. Et donc, avec des psychologues formés en thérapie psychocorporelle, puisqu'il y a des psychologues qui pratiquent aussi ce genre de thérapie. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats que j'ai dans mon cabinet. Donc, en fait, la question est très axée sur le psychocorps, sur le corps. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste une partie de l'accompagnement et que c'est une voie d'accès parmi d'autres, au même titre que le conscient et l'inconscient. L'inconscient, le conscient et le corps sont des options. Et en fonction, c'est juste un palier qui est plus grand et plus large. Et donc, du coup, par exemple, quand ce sont des voies d'exploration, c'est-à-dire qu'avec une personne, si juste l'accès par la parole est bloqué, du coup ça me permet de pouvoir passer par le corps. C'est le corps qui va verbaliser la parole. C'est avec le corps qu'on va réussir à obtenir un verbe, des mots. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dans le ressenti, avoir une grande difficulté à s'exprimer. Pour une personne qui aura moins de mal, on va plutôt passer par la parole. Pour les choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, on va passer, on a différents outils, donc je vais passer par l'hypnose. On sait aujourd'hui, dans la formation et dans ce qu'on sait du conscient, de la part consciente et de la part inconscient, selon les études et selon ce qu'on dit, c'est que le conscient représente 10 à 15% et que l'inconscient représente 90 à 95% de ce qui on est. Et donc du coup, quand on sait ça, quand on sait l'importance de l'inconscient, du coup ça peut être aussi intéressant d'aller libérer des blocages et des mécanismes qui se cachent dans l'inconscient de la personne. Le corps, passer par le corps, c'est une voie d'accès en fait. Et après, sur les résultats de la thérapie en soi, te dire quelle partie à favoriser la libération, est-ce que c'est la partie du corps, est-ce que c'est la partie du conscient, est-ce que c'est la partie de l'inconscient, j'ai envie de te dire, c'est un travail qui est global et c'est ce que me permet la thérapie psychocorporelle. Après, la réussite, elle n'est pas tant liée à l'outil, la réussite, elle est liée à la personne. La réussite, elle est liée à la personne, au thérapeute et à la relation. Ça veut dire que, par exemple, avec certaines personnes, ça va fonctionner très très bien et très rapidement. Et avec d'autres personnes, ça va être plus de temps. Et il y a des personnes qui vont pas
avec qui ça, voilà, ça va pas leur parler. Dire, moi aussi, j'ai arrêté des thérapies en cours de route, par exemple, parce que à un moment donné, dans la relation, il y a un truc qui passe pas. Et donc, du coup, c'est une alliance. Et soit ça prend, soit ça prend pas. Et plus que dans la réussite, elle se situe pas dans les outils, en fait. Alors on va revenir un peu plus sur comment se déroulent tes thérapies, tes séances. Donc du coup, comment se déroulerait une séance si j'étais un nouveau patient, si on peut appeler un patient? Non, on peut pas dire. Comment on nommerait? En fait, la patientèle, c'est réservé au corps, exactement, au médecin. Un client. Un client. Donc du coup, comment, moi, en tant que nouveau client, se déroulerait ma première séance et combien de temps durerait-elle? Alors, ça, c'est ma pratique. C'est vraiment lié à ma pratique. C'est aussi comme ça qu'on me l'a enseigné. Maintenant, après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je fais une première séance qui est en fait une double séance qui me permet en fait d'aller explorer un petit peu le territoire de la personne, l'histoire de la personne, qui elle est, comment elle s'est construite. Déjà, savoir pourquoi elle est là, quels sont ses objectifs, vers quoi elle veut aller, de quoi on part et vers quoi elle veut aller. Et puis ensemble, on va explorer un petit peu son histoire, selon des questions un petit peu précises sur son enfance, etc. Donc ça, cette première séance, elle permet de poser les bases de l'accompagnement, de se dire, bah voilà, la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va travailler ça, on va travailler ça, on va travailler ça. Déjà, il y a un accord qui se fait entre les deux entre le thérapeute et mon client. Est-ce qu'il a envie de continuer? Est-ce qu'il n'a pas envie? En début de séance, évidemment, on va poser un cadre aux séances. Et la personne est toujours libre de continuer ou de pas continuer. Moi, je dis toujours qu'une thérapie, ça se choisit, un thérapeute, ça se choisit. Et donc, ce rendez-vous-là, il est orienté passé, orienté histoire. Et les rendez-vous qui suivent, c'est des rendez-vous qui durent entre 1h et 1h20 et qui sont plutôt orientés solutions. Donc il y a un temps d'échange, un temps de dépose, un temps de décharge. On débriefe un peu sur ce qui s'est passé depuis le dernier rendez-vous. Puis après, il y a un temps de protocole. En règle générale, il y a une hypnose sur ce qu'on s'était dit sur la grille sur la base de ce qu'on s'était dit sur le premier rendez-vous. Et on avance un petit peu comme ça au fil des séances. Est-ce qu'on doit développer ou est-ce qu'on développe au fil du temps avec les séances une empathie envers le client? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je pense que la qualité nécessaire déjà pour devenir thérapeute, en tout cas tel que je le conçois, c'est l'empathie. Donc c'est une qualité qui doit déjà être présente en fait dès le début. Après, est-ce qu'elle se développe avec le temps ou pas? Moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai pas le sentiment. C'est-à-dire, je suis toujours autant touchée par les histoires, les parcours de vie et les partages de ce qu'on peut faire. Et du coup, pour la dernière partie, j'aimerais qu'on commente une citation. Donc, j'ai choisi une citation de Freud pour changer. Donc, les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette citation? Quel point de vue tu peux apporter? Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. Néanmoins, le cerveau a choisi l'amnésie pour une raison ou pour une autre. Moi, en tant que thérapeute, en tout cas, j'estime que c'est pas mon job, notamment en hypnose, parce qu'il y a parfois des demandes de clients qui viennent et qui me disent, moi, j'aimerais bien me souvenir d'eux. Où j'ai l'impression d'avoir vécu ça, mais je m'en rappelle pas. Est-ce que c'est possible d'y aller en hypnose? La réponse est non, parce que d'une part, je pars du postulat que si le cerveau a choisi l'amnésie pour protéger, parce que pour moi c'est une forme de protection, de protéger la personne, c'est pas moi, espèce de petit manipulateur qui va aller essayer de faire remonter des souvenirs à la surface, parce que il y a des risques derrière de décompensation. Enfin, voilà, on fait pas n'importe quoi. Et deux, qui dit que le souvenir qu'on refait remonter à la surface, il est réel à 100%. Il n'y a pas de preuve là-dessus. Je te remercie. Donc pour terminer, je vais te proposer ici 3 titres d'articles, donc pour rentrer un petit peu plus dans une dimension journalistique. Donc 3 titres d'articles concernant le travail psychocorporel. Je vais te demander d'en choisir un juste après que je les ai présentés et que tu apportes ton point de vue en tant que thérapeute.
Donc le premier, c'est un article de Ouest France publié le 3 février 2020 pour titre « Un groupe de travail psychocorporel aide les victimes de violences sexuelles à se reconstruire ». Le deuxième, c'est un article issu de l'Est avec pour titre « Les thérapies psychocorporelles se déploient au CHRU de Nancy ». Ok. Et enfin, un dernier article de Féminin Bio, témoignage, elles aident les femmes atteintes d'endométriose grâce à la thérapie psychocorporelle. En fonction de ton point de vue de thérapeute psychocorporel, qu'est-ce que tu peux commenter sur l'un des trois, puisque ces trois concernent la thérapie psychocorporelle? Alors, le premier, il y a marqué un groupe de travail psychocorporel. Il n'y a rien qui dit que c'est de l'ordre de la thérapie, mais on l'imagine du coup. Aide les victimes de violences sexuelles à se reconstruire, j'ai envie de dire tant mieux. Maintenant, de quelle façon et comment il fait le travail et avec quel professionnel, ils ne le disent pas. Les violences sexuelles, on est quand même sur un sujet on parle de trauma. Et bon, clairement, il faut être formé au trauma pour pouvoir aller travailler les violences sexuelles. C'est pareil, le deuxième, on n'en sait pas énormément, c'est un titre, donc j'ai envie de dire super. Ça a l'air en plus d'être dans un service de soins palliatifs. Donc, encore une fois, c'est très spécifique. Et moi, c'est quelque chose que je fais pas, les soins palliatifs. Et elle aide les femmes atteintes d'endométriose grâce à la thérapie psychocorporelle. Tant mieux, je sais pas de quelle façon, pour soulager, pour mettre des mots sur des ressentis physiques, sur une douleur. En fait, là, en fait, c'est difficile de commenter parce que on ne sait pas de quelle façon elle aide les femmes atteintes d'endométriose grâce à... On ne sait pas si l'aide, elle est psychique, si elle est sur la douleur, si elle est un soutien ou si c'est, tu vois. Donc c'est compliqué de commenter. D'accord, moi je te remercie énormément pour cette interview. Je t'en prie, je t'en remercie. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai entendu que tu faisais partie des cercles de femmes. Alors, les cercles de femmes, c'est encore autre chose. C'est un outil, en fait. Les cercles de femmes, c'est quelque chose que j'initie, que je mets en place. Donc, j'organise des cercles de femmes une fois par mois. J'organise différents cercles de femmes qui sont en fait des espaces sacrés pour pouvoir se retrouver en tant que femme et pouvoir avoir un espace de parole où on peut déposer qui on est, nos soucis, nos galères, nos joies, se reconnecter à ce que c'est que la féminité aussi, en se connectant à la féminité notamment des autres femmes. Donc j'organise des cercles de femmes en présentiel à Annette. J'organise des cercles de femmes en visio une fois par mois, mais là on est sur un autre thème, on est sur un partage de sagesse amérindienne à travers un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles, donc qui sont des sagesses amérindiennes qui sont délivrées sous forme de contes. Donc il y a une partie du cercle où on va avoir une lecture de contes, et puis après il y a un espace de parole, et puis également la Maison des femmes de Dreux, où j'interviens de temps en temps pour faire des cercles de femmes. Donc où est-ce qu'on peut me trouver? On peut me trouver sur les réseaux sociaux, Welcome to Tess Energy sur ma page Facebook, sur mon Instagram ou bien sur les moteurs de recherche Tess Rio, thérapeute psychocorporelle. De toute façon, tout sera dans la description. Parfait, je te remercie infiniment Tess pour cette interview sur cette chaîne, Le Monde d'après. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à réagir dans les commentaires, à vous abonner et à liker. Longue vie à ta chaîne.